Voilà, il est 13h05, c'est l'heure de ICC News et c'est tout de suite avec Madame Marilène Ferdi. C'est parti. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Bonjour Marilène. Bonjour Danick. Tout va bien? Oui, très bien. L'année, bon, voilà, l'année continue, hein, donc oui. On a déjà scruté les vœux, mais bon, on va encore... Non, on ne va pas le refaire. Non, on ne le refait pas. On ne refait pas. Bon, alors, aujourd'hui... Mais aujourd'hui, premier indice, on reçoit une femme, une jeune femme. Oui. Une jeune femme. Alors moi, tu sais, j'aime bien faire un sondage autour de moi quand je reçois une personnalité pour un peu avoir un retour, savoir comment elle est perçue. Et quand on parle d'elle, dans tous les milieux, hein, au niveau de l'éducation nationale, universitaire, mais aussi dans le monde, dans son milieu, dans son secteur professionnel, on ne va pas encore en parler, enfin, c'est la culture, puisque de toute façon, notre chronique porte sur les métiers de la culture. Il y a un mot qui revient souvent, c'est l'excellence. Et c'est l'une des raisons aussi qui m'ont dit, mais ça c'est bien. Donc beaucoup de profs d'université ou de scolaires nous ont dit, c'est très intéressant d'avoir cette jeune dame à ta chronique pour inspirer nos jeunes et leur montrer que c'est possible, eux aussi, ils peuvent y arriver. Voilà. Bien, je vois à peu près. Alors, on n'est pas dans le cadre du cinéma et l'audiovisuel, oui. On est dans quelque chose de plus général, mais qui peut aussi avoir trait à l'audiovisuel et cinéma. Mais c'est plus général. En tout cas, la culture. Forcément. Globalement. Alors, je vais donner quelques indices. Alors, elle est née en Guadeloupe. Elle a grandi en Guadeloupe, cette jeune dame. Elle a fait toute sa scolarité en Guadeloupe. Elle a suivi un cursus plutôt scientifique. Elle a eu son bac scientifique. Et comme tous les jeunes Guadeloupéens, elle a poursuivi ses études en France. Alors, ce que je vais ajouter quand même, c'est que la particularité, c'était quelqu'un, alors on ne va pas dire de timide, plutôt réservé, plutôt en retrait, qui aimait bien observer, analyser. Il semblerait que elle s'intéressait à la psychanalyse, comme elle y a pensé en termes de métier. Et puis, quand elle a vu la longueur des études, elle s'est dit, bon, non, moi, c'est pas trop mon truc. Et elle a fait un parcours d'hypocagne. Tu arrives à voir? Toujours pas. Elle a fait un parcours d'hypocagne après son bac scientifique. Et donc, à Hippocagne, donc elle avait des exercices à faire, pratiques. Et l'un des exercices constituait à aller au musée du Louvre, que tout le monde connaît, et à analyser des tableaux de grands maîtres. Voilà. Et donc, ça a été un déclic pour sa carrière. Est-ce que tu vois tout? Tu vois toujours pas? Le Louvre, musée... Non, continue les éléments. On continue. Alors, il faut savoir que, bon, Hippocagne, c'est vrai que c'est prestigieux. Tout le monde, on ne dirait pas comme ça. C'est le high level. Et moi, quand je pense à Hippocagne, je pense aussi aux étudiants du lycée Gerville-Réache qui font la prépa lettres et que certains se destinent. Alors, il faut savoir que la particularité, c'est qu'elle n'avait pas une idée précise à ce moment-là du métier qu'elle voulait faire. Elle suivait ce cursus et elle travaillait bien à l'école Bon Élève, puisque c'est vrai qu'on est dans cette période d'orientation avec Parcoursup. On a peut-être des jeunes qui se retrouvent dans le même cas de figure qu'elle, puisque tout le monde... C'est vrai que le système nous envoie des injonctions où à tel âge on doit choisir son métier, tel autre âge, mais tout le monde on doit choisir un projet professionnel, mais chacun doit aller à son rythme, et ça a été son cas. Mais elle a eu une petite coup de pression quand même, parce que sa maman s'est dit, bon ben c'est bien, travaille bien à l'école à Hippocagne, mais bon c'est bien gentil, mais va faire quoi comme métier ma fille? Donc elle lui a mis un petit coup de pression, et tu sais ce qu'elle a fait en réponse? Elle a suivi un double cursus après Hippocagne. Elle a fait un cursus, le cursus du Louvre et le cursus du Conservatoire de patrimoine. Et elle les a tous les deux réussis. Donc c'est qui? Ça peut être Lorella. Bonjour Lorella. Bonjour Marie. Ça s'est un peu passé comme ça? Ça s'est, oui, presque exactement passé comme ça. Merci beaucoup pour ce beau profil. Alors moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est lors de cet exercice d'analyse de toile de maître que le déclic s'est fait pour pouvoir
devenir conservateur de patrimoine et commissaire? Alors effectivement, dans cette année-là, il y a deux moments. En réalité, il y a celui-là et puis il y en a un autre dont je vous parlerai aussi. Mais c'est vrai que pendant l'année d'Hippocane, je me suis profondément ennuyée. J'étais pas du tout préparée à ça, aux attentes. Et en fait, j'avais un peu choisi ce cursus-là parce que les classes préparatoires permettaient de continuer à être dans un lycée, donc qui a un encadrement, une classe, et de ne pas être lâché à l'université. Et puis effectivement aussi, c'était un cursus un peu où il y avait une sélection et donc qui permettait... alors, une chose, de s'assurer d'être à Paris, parce qu'à l'époque, il y avait aussi cette question-là. Normalement, selon les domaines choisis, si ce qu'on choisissait était fait dans les Antilles-Guyane, on ne pouvait pas en fait s'inscrire dans une université hors des Antilles-Guyane. Et après, voilà, selon le cursus, on pouvait être redirigé vers telle ou telle université. Et donc moi j'avais quand même plusieurs options. Je m'étais inscrite à plusieurs choses. C'était plus facile quand même que Parcoursup, dont je sais rien aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est extrêmement compliqué. Et du coup, mais je voulais surtout être à Paris. C'était ma seule, mon seul objectif. Et être en Hippocane, c'était s'assurer d'être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur à Paris. Donc j'ai dit bon ben ça c'est bon, on va faire ça. Et évidemment en Hippocane j'ai un peu découvert que la disserte de philosophie pour laquelle on aurait eu 16 au lycée, ben, on avait 4 en fait, hein. Et que finalement les gens qui étaient là, eux, ils avaient été préparés à être en Hippocane depuis la maternelle. Moi, j'étais au lycée Chaptal dans le 8e, donc il y a aussi ça dans les classes préparatoires, qu'elles soient littéraires, économiques ou scientifiques. Mais dans le domaine littéraire, évidemment, la culture générale compte beaucoup plus que dans le domaine scientifique, où bon, quand on sait compter, qu'on comprend les équations, on n'a pas le background personnel, familial ne va pas influer. En revanche, dans le domaine littéraire, selon le lycée dans lequel on est pour faire son Hippocane, évidemment que toute la culture engrangée et puis toute la préparation faite depuis la maternelle compte énormément. Et donc c'est effectivement cet exercice-là, c'est dans cet exercice-là que je me suis le plus, que je me suis retrouvée en fait finalement, parce que tout le reste, j'avais un peu l'impression que c'était des redites de la terminale, mais sauf que j'avais des moins bonnes notes, et donc c'était pas du tout, c'était un peu frustrant. Et aussi cette année-là, quand je suis rentrée en vacances en Guadeloupe, donc mon oncle et ma tante étaient partis aux États-Unis, et ils avaient à Washington, et ils avaient visité tous les musées de la Smithsonian. Et il m'avait ramené toutes les brochures, en fait, parce que, bon, aussi, je m'intéressais déjà à ça, et de ces musées, et notamment le Musée national d'art africain. Et donc là, j'ai découvert l'art africain par le biais de ces brochures-là. J'avais quand même déjà passé 1 an à Paris, mais j'étais pas allée en fait au contact des collections africaines parce qu'à l'époque, elles étaient au musée de la Porte Dorée, c'était loin, il n'y avait pas de communication, donc je savais même pas que ça existait en fait. C'est vraiment c'est à Sainte-Anne que j'ai découvert l'art africain par le biais d'une brochure et notamment une petite figure de Côte d'Ivoire, une sculpture de Côte d'Ivoire qui a vraiment qui m'a ouvert un autre horizon, parce que tout ce qu'on nous avait dit sur l'Afrique, moi tout ce que j'avais entendu sur l'Afrique, toute l'image qui était véhiculée par les médias ne correspondait en rien à ce que cette sculpture véhiculait. Et donc ça c'est un intérêt. C'est un intérêt qui est né là et qui ne m'a jamais quitté et qui n'a fait que croître en fait au fur et à mesure que j'en ai appris plus sur les collections africaines. Très bien. Donc c'est bien à cette période-là, donc durant Hippocane, cet exercice que tu as fait au Louvre, d'analyser les tableaux de grands maîtres, que le déclic est venu pour... Alors moi, je voulais aussi, donc dans tout ce que tu as dit, je retiens une chose. Donc moi, je reprends ma casquette éducation nationale. Pour tous les parents qui nous écoutent, les jeunes et même les adultes qui sont en phase de réorientation,
c'est que cette phase d'école préparatoire peut être intéressante pour faire maturer son projet et pourquoi pas avoir d'autres horizons, avoir des ouvertures, puisque chez nous, c'est vrai qu'on n'a pas cette culture en termes de musée parce qu'on n'en a pas suffisamment. Et donc, le fait d'être à Paris, d'avoir eu cette opportunité, même si on a vu l'influence familiale a beaucoup joué de façon indirecte. Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'étais pas une excellente élève, et ça, je voudrais aussi le dire pour rassurer les parents, mais aussi les élèves. En fait, j'étais une élève plutôt moyenne, parce que je faisais le strict minimum. et donc, j'étais studieuse, hein, j'étais exactement ce que tu as dit. Hein. Alors, je lisais énormément, mais dès que j'ai su lire, hein, je lisais à table, je lisais tout le temps. C'était compliqué de m'enlever un livre des mains. Et rien d'autre ne m'intéressait, mais j'étais pas une élève, j'étais au milieu, quoi. J'étais absolument pas dans les premiers. Et alors, suffisamment pour entrer en classe préparatoire et suffisamment pour aller à Chaptal, mais j'étais pas dans la compétition, là, voilà, ça m'intéressait pas du tout. Et c'est vrai que c'est un moment aussi où on se révèle, et c'est aussi en ça que ça peut rassurer et les parents et les élèves aujourd'hui, c'est que quand on est... c'est que ce moment de classe préparatoire littéraire où on nous ouvre en fait énormément d'horizons, à partir du moment où on va s'intéresser à quelque chose, là moi j'ai décuplé mon attention, mon implication dans le travail, et typiquement ce double cursus, ça m'a demandé énormément, et pendant 10 ans, quand tout le monde allait en boîte, boire des verres, tout ça, moi je pouvais pas en fait, parce que quand j'avais terminé l'école du Louvre, il fallait que j'aille à la bibliothèque jusqu'à 10h, parce qu'on avait la chance que Beaubourg, et c'est encore le cas aujourd'hui, ouvre jusqu'à 22h, mais ça ouvrait aussi le dimanche, et donc ma semaine elle était complètement voilà, bouclée par tout ça, et donc je suis passée de l'élève qui en faisait le moins possible à finalement l'espèce de petit gaffiot sur pattes et puis aussi parce que j'avais énormément à rattraper par rapport aux autres. Quand je suis arrivée à l'école du Louvre, j'étais en contact avec des gens qui étaient allés au Louvre toute leur enfance, qui étaient préparés à ça, qui connaissaient déjà tout en réalité. Et moi, je devais tout apprendre. Voilà. Alors moi, je vais ajouter, alors ce qui est important, c'est qu'on remarque souvent qu'une fois qu'on a... que les jeunes, les moins jeunes, on est clair sur ce projet, la motivation, et on le voit, hein, comment elle a pu faire ce double cursus. Alors, je vais quand même ajouter que pour ce métier de conservatoire du patrimoine, ça nécessite d'apprendre plusieurs langues. Bon, c'est vrai, l'anglais-espagnol obligatoire, donc Laurie la parle anglais-espagnol couramment. Et créole aussi. Créole aussi. Mais alors, ce qui est plus surprenant, c'est que se débrouille dans le swahili. Ah bon? Oui, dans le suédois et dans le néerlandais. Ça, c'est plus moins commun. Mais moi, j'aimerais qu'elle nous dise en quelques mots, est-ce qu'elle peut nous parler des deux métiers qui reviennent souvent? Puisque c'est vrai que grâce à ce métier, elle a fait le tour du monde. Avant de poser ses valises chez nous, qu'est-ce que c'est exactement, en quelques mots, que le métier de conservateur du patrimoine et de commissaire? En quoi ça consiste concrètement? Alors, c'est très différent, hein, conservateur du patrimoine et commissaire d'exposition. En revanche, les conservateurs du patrimoine sont automatiquement commissaires d'exposition. L'inverse n'est pas vrai. Alors, conservateur du patrimoine, ça demande en fait... avant tout une connaissance de la conservation des objets, des collections, des monuments. Donc on peut être conservateur soit de musées, mais aussi en archéologie, archives, monuments historiques, inventaires sont les spécialités. Et ça demande d'avoir en fait ce rapport à l'objet très particulier, de pouvoir en connaître toutes les conditions de conservation et de pouvoir préserver en fait. Donc de connaître aussi toute la législation
législation qui va avec ça. Et puis le conservateur du patrimoine, il est technique dans ce sens-là, mais c'est aussi un scientifique. Donc c'est quelqu'un qui aura développé une connaissance sur un domaine très précis. Donc moi, c'est sur les collections africaines au départ, et puis après j'ai étendu alors c'était les collections africaines classiques, et puis j'ai étendu à l'art contemporain africain, et puis après à l'art contemporain de la Caraïbe, un peu de façon simultanée d'ailleurs. Et en réalité, je me suis un peu spécialisée dans les mondes créoles et les diasporas. Mais ça demande donc, en général, les conservateurs du patrimoine ont fait une thèse avant, mais la thèse n'est pas une préparation au concours. C'est un des concours les plus difficiles de la République. Quand l'école a été créée dans les années 90, parce qu'avant les gens devenaient conservateurs de façon un peu plus informelle. L'objectif a été de créer l'ENA du patrimoine. Donc c'est vraiment au ministère de la Culture, c'est le corps des hauts fonctionnaires. Et donc faire une thèse, c'est une dimension, mais c'est pas suffisant pour être un conservateur du patrimoine. Il faut avoir passé cette formation. Donc c'est conserver des collections ou du patrimoine, c'est enrichir, avoir la capacité de l'enrichir par des acquisitions, par le travail avec des artistes, et c'est diffuser, donc publier, et c'est finalement mettre tout ça en musique. Alors ça, pour tous les conservateurs du patrimoine, et puis certains sont destinés à la direction d'établissement. Alors tous peuvent être directeurs d'établissement, mais après, ça dépend des parcours des uns et des autres. Et la grande distinction avec les commissaires, c'est que les commissaires vont... un commissaire d'exposition, c'est quelqu'un qui va transformer un sujet qu'il connaît bien en une exposition, mais il va devoir le faire en collaboration avec un conservateur du patrimoine. Et puis après, il y a les curateurs qui, eux, travaillent plus sur l'art contemporain. Mais ça, ce n'est qu'une dimension du travail. Voilà. Alors moi, j'aimerais, Lorella, pour finir, que tu nous parles un peu de l'actualité du MACT. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut découvrir au MACT en ce moment? Alors, on a une très belle exposition qui a commencé en novembre. Ronald Cyril est en résidence et artiste invité. Il avait déjà fait une première résidence qui était une résidence croisée avec le Pérez Art Museum. Et là, il est artiste invité pour un an. On s'est dit qu'on allait, pour répondre un peu aux besoins et aux demandes et aux discussions qu'on a pu avoir avec les artistes et la scène extrêmement dynamique qu'il y a en Guadeloupe. Il nous a semblé avec l'équipe que la formule de l'artiste invité pour un an permettait en fait de donner une disponibilité, alors un espace, un atelier pour créer, et puis une disponibilité d'esprit, et aussi permettre à l'institution de servir de tremplin, parce qu'on a vraiment des pépites, on a vraiment de très bons artistes, des artistes qui ont une envergure internationale, et on le voit parce qu'il y a énormément de visites, de passages là en ce moment au MACT, de personnalités importantes qui découvrent le travail de Ronald et du coup voient la Guadeloupe différemment. Donc on a cette exposition Tigritude, c'est le mot de Rolé Soyinka. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il fonce sur sa proie et la dévore. Et c'est un peu, pour nous, c'est autant la personnalité de Ronald que finalement ce que le MACT aussi peut représenter dans le paysage muséal. Une proposition spécifique de ce que peut être un musée, et cette proposition spécifique parce que elle nous ressemble en fait. Très bien. Alors c'est vrai que nous avons eu Ronald, surnommé B-Bird. Donc on voit à l'écran, on aperçoit un peu son travail au travers de ce puisque ce sont alors ça ce sont les collections du MACT. Je ne sais pas si peut-être dans d'autres images, de toute façon on l'a reçu, oui. Et de toute façon on invite tout un chacun à venir découvrir cette collection. Voilà.
Bien, c'est fini pour aujourd'hui. De toute façon, Loïla, on te recevra bientôt dans le ZCL, parce que nous avons d'autres bidets à vous. D'accord, à bientôt. Merci.